I am Sawyer. Des bisous. Merci, merci. Du coup, voilà, on va lire ensemble la suite. La dernière fois, on avait parlé de qu'il y avait plusieurs facteurs qui expliquaient l'essor du nationalisme, notamment la perte de pouvoir de la religion. Petit à petit, le pouvoir religieux s'est estompé, notamment le pouvoir des rois. Après, il expliquait que s'estompait aussi le pouvoir... Attends. Les rois, le pouvoir religieux, oui c'est ça. L'aristocratie s'estompait, le pouvoir religieux s'estompait. Et après, il y avait aussi le développement progressif des langues de l'imprimerie. Donc en gros, il y avait la mise en avant, vous savez, quand on écrivait des bouquins, on les écrivait en latin, il y a longtemps. Et petit à petit, avec l'apparition de l'imprimerie, on a commencé à faire des journaux locaux. Donc par exemple en France, qui écrivaient en français, en Italie, qui écrivaient en italien, etc. Et donc petit à petit, au lieu d'avoir cette homogénéité de la langue du savoir, et ben petit à petit, il y a eu plein de langues qui sont apparues de manière écrite. Et donc, on a pu lire l'actualité nationale à partir de ce moment-là, qui allait se construire en tout cas comme actualité nationale. Bref, si vous voulez les rediffs, je les mettrai sur la chaîne de rediffusion. Mais en tout cas, on avait commencé à parler de ça. Et la take de ce chercheur qui est historien, je vous le rappelle, hein, Benedict Anderson, sa take, c'est de dire que ce qui permet le développement du nationalisme, c'est le capitalisme. C'est le fait de pouvoir, à grande échelle, produire des journaux et avoir ce capitalisme de l'imprimerie qui va permettre le développement d'une conscience nationale. Donc voilà, donc là, on va lire ça ensemble. Je sais pas où j'en étais arrêtée. Je vais essayer de retrouver le chapitre. Normalement, j'ai mis un petit truc. Et voilà, on va parler de ça. Ah, voilà, c'est là. Donc c'est le chapitre 2, les origines de la conscience nationale. Et je vais continuer à boire mon truc en même temps. Pensez à vous hydrater, on va crever sinon, c'est terrible. Alors... Si l'essor de l'imprimé marchandise est la clé de la généralisation des idées entièrement nouvelles de simultanéité, nous en sommes encore simplement au point où deviennent possibles des communautés, du type tant transversal, horizontal et séculier. En gros, là, ce qu'il dit, c'est que les gens vont lire le journal en même temps, en sachant que du coup, ils partagent la même actualité. Salut Narpiu, repose-toi bien, bon courage après. Ah oui, la musique, excusez-moi. C'est ça que j'essayais de baisser et en fait, je me trompais de bouton. J'étais en train de baisser les alertes. Les alertes Philippe Poutou. Un petit peu alchimiste, mais ça va. Alchimiste qui demande, je t'ai découvert il y a quelques jours, je me demande si tu reçois beaucoup de haine en tant que femme sur Twitch qui parle de politique, sociale, actu. Ça semble être un combo assez fou. Oui, ça arrive, après... en général, il y a l'extrême droite qui débarque et qui m'insulte et après on passe à autre chose, quoi. C'est pas non plus tous les jours. C'est pas non plus tous les jours, ça va. Salut Minoun. Après, je suis habituée aussi, je stream depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a une espèce d'accoutumance. Et puis, j'ai une commu assez solide. Du coup, ça fait que tu passes plus vite à autre chose, je pense. Et donc, alors oui, en gros, imaginez que avant qu'il y ait cette possibilité d'avoir des journaux imprimés, les gens avaient un rapport au temps et à l'espace qui était très lié aux gens qui fréquentaient autour d'eux. Genre, bah, tu vivais dans un village, tu connaissais les gens de ton village, et ton rapport au temps, c'était ton rythme de travail, les journées qui s'enchaînent, etc. À partir du moment où tu as accès au journal, là, d'un coup, tu sais que sur ton territoire, il se passe d'autres choses. Il y a une diffusion de l'information par ce biais-là. Alors, entre villages, il y avait aussi de la diffusion de l'information, tu vois. Même sans journaux, les gens savaient ce qui se passait dans le territoire. Ça arrivait toujours à se transmettre. Mais là, avec la lecture du journal, c'est ce qu'expliquait Anderson au précédent chapitre, là, il disait, les gens, tous les matins, ils ont leur journal qui est disponible et ils vont tous le lire à peu près en même temps et ils vont avoir les informations en même temps. Donc en fait, ça veut dire que mentalement, on va partager le même espace. Et en termes d'actualité, bah, c'est encore le cas aujourd'hui. Là, par exemple, on sait que même si moi, je suis très éloignée de ça, de ce qui se passe... de l'autre côté de la France avec les incendies, et ben je sais qu'en France il y a des incendies et que ça va avoir des conséquences. Bah du coup on partage en tout cas cette actualité, on partage ce territoire et on le sait. Et ça vient changer l'état d'esprit des gens qui vont non plus se penser en termes locaux, mais qui vont commencer à se penser en termes nationaux. C'est gentil alchimiste. Salut Fellow. D'où vient qu'à l'intérieur de ce type, la nation soit devenue si populaire ? Les facteurs impliqués sont à l'évidence complexes et divers, mais on peut faire de grands cas la primauté du capitalisme. Donc voilà, lui il dit,
ce qui va permettre en tout cas au nationalisme de se développer, ça va être le capitalisme. Et après là, il va l'expliquer du coup dans ce chapitre-là. Il dit en 1500, quelques 20 millions de volumes étaient déjà sortis des presses, marquant l'aube de ce que Walter Benjamin a appelé l'époque de la reproduction mécanisée. Si le savoir manuscrit était une tradition chétive et mystérieuse, la connaissance imprimée vivait de reproductibilité et de dissémination. Donc ça veut dire que, en gros, des connaissances qui étaient limitées qu'à certaines personnes peuvent se diffuser sur l'entièreté du territoire à beaucoup plus de gens. Évidemment, tout le monde ne sait pas lire au moment où il y a l'impression. Parce qu'il n'y a pas encore le système, vous savez, de système scolaire obligatoire et gratuit. Ça n'existe pas encore, mais vous allez en voir quand même dans les lieux quelques personnes qui sont lettrées et qui vont pouvoir lire et diffuser les informations. Mais ça va être souvent les profs, les prêtres, enfin, des... comment on dit ? Des notables. Salut Félo. Des gens qui ont eu le droit et l'argent pour avoir une éducation, quoi. 200 millions de volumes au bas mot étaient sortis des presses en 1600. On ne s'étonna pas de lire sous la plume de Francis Bacon que l'imprimé avait changé la physionomie et l'état du monde. En gros, il dit juste ce que commentent les gens à l'époque pour dire qu'est-ce que ça provoque d'avoir l'imprimerie. Est-ce que l'obligation d'apprendre le français partout sur le territoire a favorisé la popularisation des journaux? Ça, j'en sais rien. De toute façon, s'il écrit pas dans le texte, je pourrais pas te répondre parce que je suis pas historienne. Ça, c'est le problème. Dans les années 1870-80, Nietzsche parle de cette uniformisation de l'info à travers la presse et le télégraphe et s'inquiète du nationalisme. Bah oui, ça permet de diffuser des idées nationales, exactement. Mais il y a plein de gens qui vont le remarquer. L'édition, qui fut l'une des toutes premières formes d'entreprise capitaliste, participa à la quête incessante de marchés capitalistes. Les premiers imprimeurs établirent des succursales à travers l'Europe entière. Ainsi, par-dessus les frontières, une véritable internationale des grands libères se crée. Dans les années 1500-1550, il y a une période d'exceptionnelle prospérité en Europe. L'édition fut partie prenante de cet essor général. Dans cette première partie du XVIe siècle, l'industrie du livre fut autant en fait une grande industrie dominée par de puissants capitalistes. Ça, je ne savais pas du tout. Mais il l'explique plus tard dans le bouquin. Ça, c'est des trucs qu'on lira pas ensemble, mais si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas. C'est pas hyper accessible, hein. C'est un peu difficile comme bouquin, mais si vous avez déjà un peu une base en histoire, peut-être que c'est plus simple pour vous. Mais en fait, il va expliquer, ça je vous en avais déjà parlé au dernier live, comment est-ce que ça va être utile aussi pour des populations qui veulent l'indépendance. Donc il va parler des créoles et des populations qui ont été colonisées du coup en Amérique du Sud et qui vont utiliser en fait le fait d'écrire des romans et de pouvoir imprimer des informations comme ça pour essayer de créer une conscience nationale. Ils vont écrire de la fiction et diffuser des journaux aussi qui vont les permettre de se construire en tant que nation et voir du coup l'Espagne, le Portugal comme des colonisateurs. Et ils vont pouvoir lutter pour leur indépendance par le biais justement des écrits. Même Amazon a commencé avec les bouquins. Ah ouais? Moi, je suis à la ramasse sur les entreprises. Je ne vois pas le problème avec le nationalisme. Bien sûr, tu vois pas le problème avec le fait de virer les étrangers ou de les abattre, j'imagine. Aucun souci. Aucun souci. La préférence nationale? Moi, aucun problème. Les fameux fournisseurs d'accès à l'imprimé, c'est ça. Salut Conern. Quelqu'un a des sources sur l'effet d'Internet et les réseaux qui ont pu changer ça les 10 dernières années? Bah en fait, je sais pas. Moi, je trouverais ça intéressant. Je sais pas si... J'ai pas vu passer des travaux de sociologues qui travaillaient sur nationalisme et Internet. Il y a eu des trucs sur Trump et sa campagne de la part des politistes. Mais sinon, je sais pas pour la suite. Je sais pas du tout. Après, le problème, c'est que c'est encore récent. Et donc, on aura peut-être des textes dans 10 ou 20 ans en mode... Et comment le régime fasciste a réussi à se mettre en place? Tu vois. Et après, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que Internet aide à la diffusion de certaines idées, tout comme les livres ont servi ou les journaux ont servi à la diffusion de certaines idées, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un contexte politique qui soit quand même favorable aussi, quoi. C'est un moyen, en fait, d'information. Et est-ce que c'est ça qui va provoquer un basculement? En tout cas, ce qui est hyper intéressant dans le travail d'Anderson, c'est que ça vient changer notre manière de penser le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as de l'impression et où... à partir du moment où tu peux imprimer et où les gens vont lire la même chose, ils vont avoir tendance à avoir les mêmes catégories de pensée.
et le même rapport au temps. Genre, bah, typiquement, l'exemple de ça, c'est la campagne présidentielle. La campagne présidentielle, qu'on s'intéresse à la politique ou non, on va on va penser en termes de campagne. On sait quand sont les élections, quand ça va se terminer. En fait, le monde se cadre autour de ça. Ouais, il y a les bails avec Steve Bannon qui sont expliqués. Après, je sais pas s'il y a des montées en généralité un peu plus profondes, je suis pas sûre. Pour eux, nationaliste égale racisme, laisse tomber. Bah en fait, n'hésite pas, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sociologues qui travaillent sur les liens entre nationalisme et racisme, mais les deux fonctionnent ensemble. Parce que le principe du nationalisme, c'est quand même un principe d'exclusion. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir déterminer un nous à défendre. Donc, en tant que nation, nous, c'est ça. Mais ça veut dire que le nous, il est restrictif. Tout le monde ne peut pas appartenir à la nation. Sinon, tu serais internationaliste. Donc, à partir du moment où tu es nationaliste, il y a une partie de ton idéologie qui consiste à délimiter une frontière entre un nous et un eux. Et c'est ce qui fait qu'il y a du racisme. C'est-à-dire que les deux sont intimement liés. Tu peux être raciste sans être nationaliste pour autant. Par contre, un nationaliste est nécessairement par essence raciste. Parce que il y a... ou xénophobe. Mais il y a quand même cette délimitation de défendre une identité en potentielle attaque d'autres. Si ton identité, c'est que tout le monde puisse rejoindre ta nation, il n'y a plus de nation. Tu vois, il n'y a plus rien à défendre, il n'y a plus de frontières. Donc, on ne serait pas nationaliste dans ce cas-là, tu vois. Et pour créer le nous, il faut détruire des cultures entières. Oui, en France, ça a été fait comme ça, exactement. En France, ça a été fait comme ça. Je vais bloquer le chat, j'avais oublié, excusez-moi. Ça va pas me prendre longtemps. En France, ça a été fait comme ça. Il y a eu cette... comment on dit, uniformisation de la création. Mais pas qu'en France. Mais oui, bien sûr. Mais je vous parle de la France parce que je connais. Calmez-vous. Salut nos... Le chat, hein, c'est impossible. Hein. En France, il y a eu cette centralisation et cette uniformisation. Donc, il y a eu une langue française valorisée. Il y a eu la destruction de tous les savoir-faire, les patois, les manières de parler, les manières de vivre locales, qui vont devenir folklorisées. Et ça, il y a pas mal d'auteurs qui en parlent. Il y a Anne-Marie Thiès, notamment, qui en parle assez bien. En gros, il y a une identité nationale qui va exister. C'est parler le français qui nous est enseigné à l'école. Les autres français vont être dénigrés. Les autres manières de parler français vont pas être considérées comme respectant les règles de grammaire, d'orthographe, etc. Et donc, du coup, toutes les autres manières de parler, les autres manières de faire, ça va être folklorisé. Typiquement, bah voilà, si vous parlez du Pays Basque ou de la Bretagne, ça va être le béret basque du folklore. Le chapeau, là, je suis pas de Bretagne, hein, le petit chapeau breton, là, du folklore. Et en fait, ça devient du folklore, ça devient un déguisement, ça devient quelque chose que tu peux valoriser pour les touristes, quoi, de manière traditionnelle et locale. Mais c'est pas ça l'identité française en tant que telle. Patois, le mot patois en tant que tel est ambivalent, faut parler de langue régionale. Oui, très bien. Vous connaissez tout, vous êtes des génies. Très bien. Mais si tu veux, langue régionale. JPEP. Tu veux dire langue vernaculaire, hein? Je vois, oui, oui. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire, j'en peux plus, putain. Oui, mais Maudit, tu fais l'absence sociale, faut être précise. Les gens, je suis en train de gérer des nationalistes dans le chat et vous êtes en train de... putain, c'est une dinguerie, hein. Ah là là. Je respire. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, malheureusement ou pas, en vrai, j'en sais rien, ça se construit comme ça. C'est-à-dire que l'idéal et l'identité nationale se construit par exclusion. Il y a la formation d'un eux et d'un nous. Sinon, on ne parlerait pas de nation et de nationalisme. À partir du moment où tu dis, bah, tout le monde peut rejoindre la nation, et puis tu définis comment ton identité nationale, enfin, tu vois, parce que si tu définis ton identité nationale, il y en a plein, il y a des gens qui s'attachent à essayer de définir ce que c'est que d'être français, mais quand tu commences à poser des caractéristiques, par exemple, bah, les gens qui sont proches de Zemmour et les cathos tradis le font très bien. Ils disent, bah voilà, c'est d'avoir un attachement à la tradition française, à son histoire. Ils vont pas te parler de colonisation, mais voilà, ils vont faire ça, attachement à la culture française, son histoire. Et quand tu creuses un peu quelle culture, quelle histoire, ça te donne des trucs genre le Puy du Fou, on est de tradition judéo-chrétienne, tous ces trucs-là. Mais du coup, tous les gens qui sont pas de tradition judéo-chrétienne n'appartiennent pas à cette identité, tu vois. Et donc, bref, tout ça pour dire
que à partir du moment où tu commences à définir des critères de qui a le droit de rentrer dans la nation, bah en général, il y a des personnes qui en sont exclues parce qu'elles ne répondent pas à ces critères. Donc à partir de ce moment-là, il y a aussi la construction d'un ennemi potentiel, quoi. Donc le nationalisme, il contient ça en germe, en fait, dans sa construction. Après, vous avez certaines cultures politiques qui sont vachement plus multiculturelles, qui vont accepter d'avoir plusieurs langues sur leur territoire, qui vont accepter d'avoir plusieurs religions, plusieurs manières d'être et de faire, et qui vont dire, bah, la force de notre pays, c'est d'avoir ce caractère multiculturel. Des gens qui viennent de lieux différents, mais qui choisissent de vivre ici. Et c'est le fait de partager ce territoire, de vivre ensemble sur ce territoire, et de souhaiter être citoyens ensemble qui est le plus important. C'est une définition plus volontariste de la nation. On peut avoir ça aussi. Mais ça, en général, vas-y, citez-moi un pays où ça marche très bien, où ça existe. En général, on dit oui, les pays du Nord, Finlande, etc. Il y a des dingueries d'extrême droite raciste assez énormes, et les droits des personnes étrangères, c'est très compliqué là-bas. Même s'ils en prennent beaucoup pour de la main-d'œuvre. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a plusieurs... c'est vrai que c'est les nationalismes. Moi, j'ai mis le nationalisme ou nationalisme au singulier, je crois, dans mon titre. Mais c'est les nationalismes. Il y a vraiment plusieurs manières de percevoir la nation, ce que ça devrait être. Mais le truc, ce qui est important à retenir, c'est que c'est une croyance. Dans tous les cas, ça n'existe pas de manière tangible. C'est une vision du monde. C'est quelque chose que l'on imagine et on va se comporter en fonction de ce que l'on imagine être le mieux pour la nation. Moi, je vous avoue, la différence entre patriote et nationaliste, je pense que vous avez juste... Enfin, vous avez vu une citation Facebook qui dit être patriote, c'est aimer son pays. Être nationaliste, c'est la haine des autres. Je pense que vous avez vu ça sur Facebook et vous vous êtes dit let's go les gars, moi c'est exactement ça. J'aime mon pays, mais je sais pas que je hais les autres. C'est la même chose. Hein. C'est l'attachement, le patriotisme, c'est l'attachement à ton pays. Pourquoi est-ce que tu es attaché à ton pays? Ça veut dire quoi? C'est quoi ton pays? Qu'est-ce que tu valorises là-dedans? Et du coup, ton pays, c'est le meilleur par rapport aux autres? Ça reste du nationalisme. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à percevoir la nuance, hein, je vous avoue. Le patriotisme, c'est mettre en avant ton identité nationale. Hein. Les deux fonctionnent ensemble. J'ai du mal à définir ce qu'est français. Mais oui, c'est ça qui est compliqué. C'est à partir du moment où tu te dis, ok, bah t'es en train de me dire que toi, t'es content. Moi, par exemple, je peux vous dire pourquoi je suis contente de vivre en France. Pourquoi j'étais contente de vivre en France. Avoir des droits. Bon, voilà, je suis très contente d'avoir le droit d'avortement. Je suis très contente d'avoir la possibilité, en étant une femme, d'avoir mon propre compte en banque et de pouvoir travailler. C'est con, mais c'est pas le cas partout, quoi. Je suis très contente d'avoir une sécurité sociale. Mais après, c'est tout. Tu vois, c'est des droits, en fait, pour lesquels les gens sont battus. Ça, c'est très clair pour moi. Je suis très contente d'être sur ce territoire-là pour ça. Et après, c'est des choses qui vont être très localisées pour moi. À Lyon, ma vie à Lyon, je l'aime bien. Et là, je vais parler de mes amis, mon travail, des trucs comme ça. Mais si tu parles de l'identité française et tu demandes aux gens bah, qu'est-ce que t'aimes là-dedans, dans quoi tu te reconnais, là, souvent, c'est plus compliqué. À part quand il y a du sport. Quand il y a du sport, c'est un peu plus facile. Quand il y a du sport, les gens, ils sont... voilà, ils ont un côté un fort sentiment d'appartenance, quoi. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut Merci Swift, merci pour les 20 mois de soutien. Merci, merci. Mais oui, voilà. Donc moi, c'est mes conditions de vie, je les trouve... J'aimerais qu'elles soient meilleures, évidemment, parce qu'on est en train de nous niquer nos droits progressivement. Mais ça, c'est pas de l'identité ou... c'est pas essentialisant non plus, tu vois. Ah non, mais Victor... Hein. J'ai plus le temps. Hein. J'ai plus le temps. On n'a pas besoin d'État ou de nation pour avoir ses droits. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je suis pas nationaliste, tu vois. Parce que c'est pas la nation française qui va me défendre, qui va défendre mes droits des femmes, quoi. Les personnes qui ont obtenu les droits des femmes, c'est les femmes qui se sont battues pour obtenir les droits des femmes. Tu vois, c'est en tant que groupe social, on s'est battu pour obtenir ça. C'est pas conditionné par la nation et c'est pas conditionné par mon identité française. Donc non, je me sens pas
spécialement fière d'être française, tu vois. Genre, ça n'a rien à voir. Voilà. Bref, ça a été un petit écart, mais je pense que c'était important quand même parce que on troll avec le chat là. Mais la question est intéressante, tu vois, de dire les gens font l'amalgame entre le racisme et le nationalisme. Les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas être nationaliste sans être xénophobe. Les deux fonctionnent ensemble, c'est intrinsèquement lié. Dans la construction même, c'est lié. Tu crées une identité culturelle par rapport aux autres. T'as l'exception nationale. Donc voilà. Mais après, il y a des auteurs qui travaillent là-dessus. Je sais pas si je peux trouver des trucs intéressants parce que des fois, c'est illisible. Mais à l'époque, j'avais lu des trucs sur ça, sur le racisme et tout ça. Mais après, c'est 1 milliard de nuances pour finalement dire ce que je viens de vous résumer là, quoi. Que les deux ont tendance à fonctionner ensemble et à s'alimenter. Oui, c'est ce que je disais. Par contre, on peut être raciste sans être nationaliste. Exactement. Oui, oui. De ouf. Salut Fargulas. J'ai du mal à capter le concept de fierté nationale. Mais je pense que quand les... Enfin, faut vraiment poser la question. N'hésitez pas, genre... Moi, j'ai déjà posé la question à mes proches, ma famille et tout, en mode « Ah, mais quand même, on peut avoir la fierté d'être français et tout. » Je lui dis « Bah, ça veut dire quoi être français pour toi? Genre, de quoi tu es fier? Genre, dis-moi, comme ça, au moins, je peux essayer de comprendre. » Et là, d'un coup, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas... genre, ça ne repose sur rien. Après, il y a des gens pour qui ça repose sur des choses très concrètes. Des gens qui ont une idéologie et qui veulent changer, qui trouvent aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment, bah typiquement tout ce qui est dit du côté de Zemmour, quoi. Le Make America Great Again de Trump, on le retrouve aussi en France. Il faut retrouver la grandeur de la France. Zemmour, il parle de ça. Et lui, il met en place une idéologie avec un nouveau régime politique, etc. Donc lui, il va dire très concrètement qu'est-ce que c'est que la fierté française. Les cathos, les royalistes aussi, eux, ils ont vraiment une identité française forte et ils vont te dire, ils vont te parler de la culture française judéo-chrétienne, ils vont parler de tous ces trucs-là. Pour eux, ils maîtrisent très bien. Mais la plupart des gens lambda avec qui tu discutes et qui te disent mais on a quand même de la chance d'être en France, ça pourquoi pas. Et après qui te disent oui mais moi j'ai pas de honte d'être français, je devrais être fier et tout. Ils disent mais tu peux être fier d'être toi, ça y a aucun problème. Mais pourquoi français? C'est quoi exactement que tu mets derrière? Pourquoi la nation c'est important pour toi, tu vois? Donc voilà. Donc il faut, je pense qu'il faut juste aussi essayer de voir ce que les gens mettent derrière. Souvent on n'a pas la même vision du monde, quoi. Pour eux c'est banal que de dire ça, tu vois. C'est parce que c'est mis en avant aussi de manière globale dans les médias et à l'école, quoi. Je finis ça et je lis la suite du bouquin. Les personnes qui ont fait le parcours d'acquisition de la nationalité peuvent en tirer une fierté. Oui, ça arrive de manière régulière, bien sûr, ouais. Ouais. Et puis, le truc le plus important dans le nationalisme, c'est le sentiment d'appartenance. C'est pour ça que je vous dis, si on veut se débarrasser du nationalisme, je pense qu'il faut faire la lutte des classes. Et c'est ce que dit Marigour. On avait vu ça lors d'une précédente lecture. Quand on n'a pas de capital social, le capital national est le seul capital dont on peut être fier. C'est ça. C'est l'un des seuls trucs qu'on peut mettre en avant. Mais c'est vraiment, en fait... Il n'y a plus de sentiment d'appartenance à une classe sociale. Et donc, du coup, le sentiment d'appartenance, il se cristallise autour d'identité nationale. Avec un sentiment d'exclusion, du coup. Et les classes prolo blanches aujourd'hui, c'est ça. Et il y a un gros problème là-dedans. J'ai remarqué que beaucoup de racistes se disent très pro-européens, race blanche, etc. plus que nationalistes. Ah ouais, mais ça, c'est encore d'autres... Ça, c'est le stade au-dessus. Parce que eux, ils ont la conscientisation d'une race. Là, c'est... Enfin, pour moi, c'est le stade au-dessus, tu vois. Oui, il y en a qui sont vraiment en mode... Bah, en fait, on a vachement de liens avec les pays du Nord, avec les Allemands, enfin, tu vois, avec nos pays voisins. Il faudrait valoriser ça et tout ça, cette culture européenne. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le stade plus, quoi. Le boss final. Quid du nationalisme bourgeois? Ah, ça, il y en a beaucoup. Bah, l'électorat de Zemmour, c'est ça. L'électorat de Zemmour, c'est pas le prolo blanc des campagnes. Hein. Ah, non.
Oui, exactement, c'est la compétence du capitalisme. Les travailleurs se retrouvent atomisés et du coup se mettent en concurrence. Mais ça fait un moment. Même, on en parle souvent, mais même Mitterrand. Même sous Mitterrand, il y avait ce truc de les travailleurs étrangers viennent piquer du travail aux ouvriers français. Et on avait lu pas mal de témoignages, notamment dans La France Invisible. Vous avez les rediffusions sur la chaîne de Rediff, je vous mets le lien dans le chat de la chaîne. Mais dans les bouquins de La France Invisible, il y avait pas mal de témoignages d'ouvriers marocains qui disaient quand je suis venue travailler en France, les ouvriers français ne me parlaient pas. Parce que justement, t'étais perçu comme la menace qui venait le travail, etc. Hitler, Franco, Mussolini étaient tous trois nationalistes et opéraient pour une internationale fasciste tout en gardant leurs frontières propres. Exactement. Mais ça, de toute façon, il y avait eu toute une discussion avec l'extrême droite en Europe. Il y avait le Front National, il y avait Orban, il y avait plein de les gens en Hongrie, dans les pays du Nord aussi. Même à l'Union Européenne, ces partis politiques d'extrême droite étaient tombés d'accord. Donc, ils voulaient vraiment maintenir leurs frontières et leur souveraineté nationale, mais faisaient des alliances internationales fascistes, quoi. Sans aucun problème. Il y a un souci dans le fait d'éprouver de la fierté pour quelque chose pour lequel on a très peu de chances d'avoir participé. Oui. Mais justement, c'est là que tu vois que c'est une croyance, quoi. Et que ça repose sur rien de tangible. Littéralement. Salut Montmartre. Je vais vous lire la suite. Par contre, c'était vraiment dégueu, là. C'était goût tropical, mon truc. Bah, c'est dégueulasse, les tropiques. Vraiment, ça donne pas envie de voyager, hein. Déjà que j'avais pas envie, mais alors là... Alors, j'étais en train de dire quoi? La conscience nationale. Ah oui, on était en train de dire que le capitalisme... en fait, l'édition de bouquins, le fait de l'imprimerie, le capitalisme de l'imprimerie, ça a été l'une des premières grosses productions qui rapportait beaucoup d'argent. Le marché initial fut l'Europe des lettrés, couche large mais mince de gens qui lisaient le latin. La saturation de ce marché demanda près de 150 ans. Donc au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de gens lettrés riches pour lire en latin. Donc à partir de ce moment-là, ils ont dû démocratiser la lecture. Outre sa sacralité, le caractère déterminant du latin était qu'il s'agissait d'une langue de bilingue. Assez rares étaient ceux qui le parlaient depuis toujours, et encore moins, on l'imagine, qui rêvaient dans cette langue. Au XVIe siècle, la proportion de bilingues dans la population totale de l'Europe était fort modeste. Très probablement pas plus grande qu'aujourd'hui dans la population mondiale, et nonobstant l'internationalisme prolétarien dans les siècles prochains. Aujourd'hui comme alors, le gros de l'humanité est monoglotte, donc on ne parle qu'une langue. Sinon, saturer le marché de l'élite latiniste, l'édition s'attaquait au marché virtuellement immense que représentaient les masses monoglottes. Donc du coup, là, il a fallu petit à petit que l'imprimerie s'intéresse qu'à des personnes qui ne parlent qu'une seule langue. Et donc, aller vers, on appelle ça les langues vernaculaires, aller vers les langues plus locales. Et là, qui vont devenir des langues nationales, en fait. Nationalisme hexagénophobie, grosse réflexion, MDR. Tu n'as pas le droit d'aimer la nation française pour son statut pionnier dans certains courants d'art et de liberté individuelle. Les étrangers ont aidé à créer ce courant. Ma vision de la France, c'est prendre un meilleur sans tout un préjugé. Mais c'est raciste à skip. Mais gros, tu parles du nationalisme pour parler d'art? Mais c'est quel niveau de bourgeoisie ça? Qui fait ça? Non mais moi je suis nationaliste pour les courants d'art que les étrangers ont aidé à nourrir. Ah! Mais très bien! Mais gros, t'es en train de défendre une idéologie où personne va dire ça. Les nationalistes ils disent pas non mais l'art, la France, on était pionniers, nous, pays des Lumières. Au secours, mon cul quoi. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que t'essayes de nous sortir ça parce que tu crois qu'on est des énormes cerveaux cosmiques et que ça va marcher sur nous, de mobiliser le capital culturel, de... Non, mais les musées, la culture, l'art... Bien sûr, bien sûr. Toi, c'est le truc premier pour lequel t'es nationaliste. T'as pas envie de défendre tes frontières face à des attaques, rien. D'accord. Bien sûr, on y croit. Oui, oui, bien sûr. Je suis nationaliste pour l'art égyptien dans les musées nationaux... coloniaux... nationaux. Bien sûr. Salut, Naïswat. J'adore. J'avais jamais envisagé l'imprimerie sous l'angle économique. Mais moi non plus. Moi non plus. Et en fait, je savais pas du tout... J'ai déjà lu ce livre, donc j'avais oublié. Je savais pas du tout que les bouquins,
C'était un des premiers essors capitalistes qui ont généré quand même pas mal d'argent, quoi. Et que les éditeurs s'en mettaient plein les fouilles. Pourtant, j'ai vu pas mal de séries qui mettaient en scène des trucs d'édition à l'époque, 1500 ou 1600, et c'est vrai que... Réforme protestante, diffusion de la Bible en langue vernaculaire et naissance de l'imprimerie. Beau combo, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu la nation française peindre quelque chose. Je pense que la plupart des artistes qui sont affichés dans les musées se perçoivent même pas comme français, quoi. Et on n'a rien à foutre de la nation. C'est ça le pire dans cette histoire. Ça me rend ouf, quoi. Mais il faut vraiment se branler sur des conneries pour être nationaliste, quoi. Oh, la France, oh, la culture française. Oh, au secours. Enfin, vraiment... des croyants, quoi. Mais là, vraiment débile, quoi. Ça rend ouf. Alors, c'est quoi la suite? Je sais pas. Il a fait une take quand même un peu... Je trouve il a fait une take matérialiste au milieu, là. L'internationalisme prolétarien. C'est drôle. Je suis pas certain que sur des ouvrages de littérature française où l'art français n'était pas ce biais de la grandeur spécifique du pays qu'ils étudient. Bah en fait, je sais qu'on a tous ce biais sur la littérature française. En mode, ça, c'est des auteurs français, enfin, comment dire, classiques, des classiques, voilà. Des classiques de la littérature française. C'est hyper important et tout. Ça, je sais qu'il y a ça sur les livres. Ouais. On peut être nationaliste français et être français d'origine étrangère. Je suis pas français de souche, je suis d'origine chinoise. Mais français de souche, ça n'existe pas. Français de souche, ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, tu ressembles tout à la généalogie, ça vient du même coin de France. C'est pas pour autant français de souche. Elle est où la souche? Elle commence où exactement? C'est à partir de quel siècle on peut dire qu'il y a une souche française? Ça veut rien dire. Ensuite, évidemment, tu peux être immigré de deuxième, troisième ou première génération et avoir un sentiment d'appartenance nationale très fort et être nationaliste, ça change rien. Ça change rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Bien sûr, c'est pas exclusif. Merci Anaïs Watt pour les 4 mois de soutien. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est les Gaulois. Ah oui, c'est vrai, c'est les Gaulois. Selon Sarkozy, en tout cas. L'impasse où j'habite, ça veut dire souche en patois? Stylé. Et ça s'écrit comment? Ah non, mais après, tu vas nous dire où t'habites. Les gens, ils vont te stalker. On veut pas savoir ton patois, du coup. Ouais, je suis souchienne, exactement. Moi, je pense que sur l'arbre généalogique, il y a des gens qui ont menti. Hein. Je pense que, vraiment, c'est une arnaque. Hein. Je pense qu'il y a des enfants déclarés officiellement à un coin, mais bon. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'ai pas manqué de respect à madame. Mais pourquoi tu m'appelles madame d'un coup, alors qu'on est dans un chat Twitch? C'est chelou, quand même. C'est vraiment... Mais... Les Gaulois, ça restera vachement géographiquement. Oui, 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 mais c'est vrai qu'il avait, il y avait quand même eu Sarkozy qui avait sorti cette take-là. Hein. Les gens doivent faire leur généalogie, c'est passionnant et ça permet de relativiser. Bah, justement, sur la généalogie, moi, c'est un oncle qui se fait chier. Qui, quand il est arrivé à la retraite, a commencé à faire l'arbre généalogique. Et il a fait le mien des deux côtés, du coup. Et c'était, je sais pas, il avait envie, quoi. Il était en mode, alors, les Garestiers, ils viennent d'où? Et c'était assez intéressant. Bah, justement, recenser les métiers. Ah, bah, vraiment pécor de père en fils. Hein, et de mère en fille. Hein. C'est incroyable. Je peux pas faire ma généalogie, il y a des adoptés de partout. Ah, oui. Ça prend tellement de temps. Et en plus, ils se déplaçaient dans les mairies et tout pour obtenir les trucs des fois. Parce qu'il y a des choses qui sont pas scannées. Hein. Non, par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup de consanguinité. Parce que c'était... En gros, ma famille vient de 2 régions, enfin 2 départements côte à côte, mais pas du même département. Du coup, il n'y a pas vraiment de consanguinité. En tout cas, moi. Par contre, je crois que du côté de ma mère, c'est consanguin entre eux. Mais en tout cas, les familles de mes 2 parents sont pas consanguins. Par contre, du côté de ma daronne, je crois que ça a consanguiné entre eux. Et du côté de mon père, dans leur coin, ça a consanguiné entre eux. Mais en tout cas, moi, je suis la branche saine, quoi. Je suis le nouveau croisement. C'est sûrement pour ça que je suis la seule à avoir fait des études. Je pense que c'est le croisement... la génétique. Hein. On devient eugéniste avec ça. Faites pas de généalogie, c'est dangereux. En généalogie, on garde les lignes qui nous arrangent.
Chez les bourges et les aristos. Ah ouais? Bah... Nous, on n'a pas trouvé ça. Hein. Purée, y a rien. Il y en a une par mariage qui est sortie avec un médecin. Mais leurs enfants sont devenus prolos. Hein. Donc, c'était vraiment ascension sociale. Et après, vraiment... consanguiné. Ouais. Terrible. Je pense que la souche, elle est pourrie. Hein, en vrai. Il y a que des paysans et des bandits dans ma généalogie. Faudrait que je vous retrouve ça, mais c'est vraiment un délire. Hein. Cette eugéniste radicale. Ça part vite, hein, les rumeurs. Faites attention. Hein. Full pécor d'un côté, orphelin de guerre de l'autre. Dès que t'as un peu de breton-bretonne, t'as forcément des ancêtres d'ailleurs. Oui, et bien après, il y a des gens aussi qui sont partis... pas dans ma famille, mais j'ai des gens qui m'en ont parlé. Quand tu viens de mon coin, là, ceux qui sont vers la Charente-Maritime, ils sont partis coloniser le Canada. Enfin, tout ce qui est devenu le Canada après. Il y a des gens, ils viennent de familles de colons, quoi. Il y a une branche de la famille qui est partie coloniser. Des pécores, hein. C'était des paysans. Qui ont été mis dans les bateaux et tout. Salut, carotte chaussette. Non, moi, par contre, dans ma famille, non. Personne n'est parti au Canada. De ce qu'on a trouvé, en tout cas. Mais j'ai un ami qui m'avait parlé de ça, qui avait fait son arbre généalogique, c'était comme ça. Ah oui, voilà, acadienne, bah voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre être fier de la France et être fier des Français-Françaises? Genre tous. Tiens, c'est une bonne question, j'ai jamais entendu ça. Hein. Fier des Français-Françaises, genre des gens qui habitent en France et tout. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, je t'avoue. Ça fait pas partie des groupes nationalistes vraiment... J'ai du mal à percevoir un nationaliste disant j'aime pas la France, mais les Français j'aime bien. Je sais pas. Comme c'est pas un groupe très... En fait, c'est le problème de des idéologies nationalistes, c'est qu'on n'est pas un groupe uniforme, quoi. Donc, c'est compliqué. Ma compagne est de Niort et sa mère a écrit un roman historique qui parle justement des gens de cette région qui sont partis au Canada. Ah bah voilà. En fait, ce que j'aime bien avec les arbres généalogiques, c'est que tu te rends compte que finalement, on a un peu tous la même histoire ou que les histoires familiales se répètent, quoi. Et c'est là que tu vois qu'on n'est pas exceptionnel. C'est voilà. Il y a certains groupes qui existaient beaucoup plus. Les paysans, à un moment, c'était vraiment la majorité des Français et Françaises, quoi. Oui, c'est ça, en fait, j'ai du mal à percevoir comment tu peux détacher les Français de la France. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a la même réflexion pour le régionalisme? J'aime pas mal ma région. Mais je crache sur les gens et les politiques de là-bas. La Méditerranée, c'est bien. Ah bah non, t'as le droit d'avoir un attachement à ton territoire et d'aimer ta région. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la région dans laquelle je viens, tu vois. Je connais mal Lyon et tout ce qu'il y a autour et tout ça. Mais moi, je viens du Poitou-Charentes. Il y a le patois, je le trouve stylé. Des choses qui sont liées à la culture locale, je trouve ça stylé aussi. Et je suis quand même fière d'être venue de là-bas et d'avoir appris tout ça et d'avoir vécu avec ces gens-là, tu vois. Et d'y retourner, des fois, ça me fait du bien, tu vois. Ça me fait plaisir et tout ça. Mais parce qu'il y a une géographie, il y a des paysages, il y a des choses auxquelles t'es attaché. Mais sur l'ensemble du territoire français, c'est pas lié à une idéologie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas lié à une idéologie. Mais on s'en fout, Victor, de raconter ta vie. Écoutez, je suis pas nationaliste, je suis pas raciste, je suis nationaliste et j'ai voté Marine. Au secours! Ferme-la! On s'en fout! Oh là là! Merci Flo pour les 27 mois de soutien. Merci beaucoup. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. J'ai du mal à piger qu'on pourrait être fier de quelque chose qui vient pas de soi. Ben moi, si tu veux, comme j'ai vécu sur cette région et que j'ai fait des choses avec les gens de cette région, j'ai l'impression qu'il y a un attachement, quoi. Une nostalgie et des trucs comme ça. Salut Tadoura. C'est tout en fait. Mais voilà, c'est pas lié à une idéologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet politique derrière. Et c'est ça que vous, je pense, vous avez du mal à saisir, pas vous de manière globale, mais certaines personnes qui viennent poser des questions dans le chat, je pense que c'est ça que vous avez du mal à saisir, c'est que la nation, c'est un projet politique. Tu vois? Si ta région, elle avait un projet politique d'indépendance, ça a existé, ça peut exister. L'Écosse, tu vois? Si t'as un projet politique d'indépendance, là, t'as quelque chose derrière.
T'as une lutte pour devenir une communauté politique indépendante. Mais voilà, c'est pas la même chose que un attachement à là où tu vis, aux gens que tu fréquentes, etc. Tu vois. Bref. Donc du coup, voilà. Le truc, c'est que la nation, je pense que c'est un bon résumé. La nation, il y a un projet politique derrière. Et le projet politique, en général, il est largement lié, parce que les racines partent de ça, c'est largement lié à de la xénophobie, parce qu'encore une fois, pour que tu aies un projet national, il faut que tu construises une identité nationale qui va provoquer un sentiment d'appartenance. Les gens vont se sentir adhérer à cette identité. Et pour construire ça, en général, il faut que tu crées un nous. Et le nous exclut ceux qui n'appartiennent pas au nous. C'est le eux. Donc bon. D'où tout le truc de Zemmour, justement, avec le grand remplacement. Hein. Absolument tout le monde était nationaliste à la Révolution. Tout le monde, je sais pas. Tu vois, absolument tout le monde, je sais pas. Mais c'est clair qu'à la Révolution, oui, il y avait un très fort sentiment d'appartenance nationale. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Mais c'est juste que c'était pas dans le même contexte politique, ni avec les mêmes enjeux. C'est pas si clair. Bah, c'est pas si clair de dire que tout le monde était nationaliste. Tu vois, c'est... Parce que, par exemple, les trucs qu'il y a des initiatives très locales, la commune de Paris, etc., et la commune de Lyon, bien sûr. Ça montre qu'il y a des gens qui avaient un attachement local avant tout, et qui voulaient être indépendants localement, sans appartenir forcément à une nation. T'avais des gens qui refusaient de payer l'impôt, qui vivaient en campagne et qui étaient en mode qu'est-ce qu'on en a à foutre de la nation. Donc voilà. Les royalistes, ils étaient pas nationaux, exactement. Oui, certains républicains étaient nationalistes. Merci Lou, on est fiers de faire partie de la Ratonie. Merci, tu vas nous attirer des problèmes Lou, oh là là. Merci Lou pour les 4 mois de soutien. On va pas comparer la République de 1789 à aujourd'hui. C'est ça, en fait, ça a pas de... Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Mais par contre, oui, on peut dire que la République, les républiques ont constitué petit à petit ce qui va devenir notre imaginaire national. Typiquement, l'école, le fait de rendre l'école gratuite, publique, laïque et obligatoire, bah ça, c'est vrai que ça contient en germe ce qui va devenir et ce qui va permettre de diffuser l'idéologie nationale. Ça, c'est vrai. Je continue, du coup on a été où? Parce que sinon on va jamais regarder le docu. Portée par le capitalisme, la révolution du vernaculaire reçut un nouvel élan de 3 facteurs extérieurs qui concourent directement à l'essor de la conscience nationale. Le premier, et en fin de compte le moins important, tient au latin lui-même qui changea de caractère. Grâce aux efforts déployés par les humanistes pour faire renaître l'abondante littérature de l'Antiquité pré-chrétienne et la diffuser au travers du marché de l'imprimé, l'intelligentsia transeuropéenne porta un regard neuf sur les œuvres au style raffiné ancien. On aspirait désormais à écrire un latin de plus en plus cicéronien et toujours plus éloigné de la vie monastique et quotidienne. Donc en gros, le latin est en train de se modifier et il y a une modernisation du latin. Le deuxième facteur, c'est l'impact de la réforme, qui elle-même due en bonne partie son succès au capitalisme de l'imprimerie. Avant l'âge de l'imprimerie, Rome triompha sans mal de toutes les hérésies en Europe occidentale parce qu'ils avaient toujours eu de meilleures voies de communication internes à leurs adversaires. C'est vrai que la puissance de Rome, c'était ça, de diffuser des informations très vite et de pouvoir se déplacer rapidement aussi. Dès que je peux dire du mal de Lyon, je n'hésite jamais, je vois ça. Mais lorsqu'en 1517, Martin Luther cloua ses thèses sur la porte de la chapelle des Augustins de Wittenberg, elles furent imprimées en traduction allemande en une quinzaine de jours et connues partout. En 1550 et 1540, il y eut 3 fois plus de livres publiés en allemand que dans les 2 premières décennies du siècle. Transformation stupéfiante. Donc en fait, là il parle de réforme religieuse, et en fait il est en train de dire que du coup, dès que tu dis bah c'est ça maintenant, et ça fonctionne comme ça, très vite l'information se diffuse quoi. Et le monde change. Salut Bedge. Pour la première fois, s'est constituée alors une littérature de masse destinée à tous et accessible à tous. C'est 430 éditions de la Bible traduites. C'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure en fait. Le fait d'avoir des traductions
de sortir du latin et d'avoir des traductions avec les langues locales de la Bible, ça va diffuser plein de choses. Luther fut le premier auteur de best-seller connu en tant que tel, avec la Bible. Pour dire les choses autrement, le premier auteur qui put vendre ses nouveaux livres sur la base de son nom. Ok. Incroyable. Et après, c'est quoi le troisième facteur? Le troisième et dernier facteur pour l'émergence de la conscience nationale fut la propagation lente, géographiquement inégale, des langues vernaculaires. Donc les langues vernaculaires, c'est les langues spécifiques, genre l'italien, l'allemand, l'espagnol, le français. Ces langues vont devenir l'instrument de centralisation administrative par certains monarques absolutistes bien placés. Donc sur l'entièreté du territoire, vous devez parler français et la bureaucratie parle français. Et un seul français, enfin voilà, de manière officielle. Il est utile de rappeler ici que l'universalité du latin dans l'Europe médiévale n'a jamais correspondu à un système politique universel. Donc en gros, même si tout le monde, dans les personnes qui étaient décideuses, parlaient latin, tous avaient des systèmes politiques différents. Il n'y avait pas d'uniformité politique. Le contraste avec la Chine impériale où l'extension de la bureaucratie mandarinale coïncidait largement avec la diffusion de caractères peints est riche en enseignements. En Europe, il y avait une fragmentation politique après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Il n'y avait eu aucun souverain capable de monopoliser le latin et d'en faire une langue officielle et uniquement sa langue. Donc c'était l'autorité religieuse du latin qui n'avait pas d'analogie politique. En gros, ceux qui avaient le pouvoir en latin, c'était lié à la religion, mais il n'y avait pas d'uniformité d'un système politique. Chaque territoire avait son système politique. J'ai pas lu la Bible, j'attends l'adaptation sur Disney. Si pep. Ça va peut-être arriver vu comment Disney a le monopole de tout. Faites pas trop les malins. La naissance de ces langues administratives est antérieure à l'imprimé et au bouleversement religieux du XVIe siècle. Il faut donc y voir un facteur d'érosion indépendant de la communauté sacrée imaginée qui devient la nation. Donc en gros, ça va permettre à la nation... C'est un terreau fertile sur lequel va se baser la nation. Le fait que administrativement, il y avait déjà des langues officielles. Voilà... À chaque fois, le choix, entre guillemets, d'une langue apparaît comme un phénomène progressif, naturel, pragmatique. À cet égard, il n'y a rien à voir avec la politique linguistique délibérément poursuivie au XIXe siècle par les dynastes, confrontés à la montée du nationalisme linguistique populaire hostile. Donc en gros, il est en train de dire que certaines personnes qui gouvernaient et qui étaient à la tête des pays se sont retrouvées à avoir sur leur territoire des gens qui avaient une langue, qui parlaient une langue différente et qui avaient envie d'avoir leur indépendance. Et là, ils ont dû délibérément mettre en avant leur langue officielle. Bah typiquement en France, c'est le français et on refuse le breton, le basque et toutes les autres langues régionales, quoi. Les anciennes langues administratives n'étaient que cela, des langues employées par et pour les bureaucraties. Il n'était pas question d'imposer systématiquement la langue aux diverses populations sujettes des dynastes. Au début, c'était ça. C'est impressionnant, je savais pas qu'au début, c'était vraiment juste pour la bureaucratie d'avoir une langue officielle pour tout le monde sur tout le territoire, mais que c'était pas imposé à la population. Et progressivement, ça va être imposé à la population. Trop hâte de voir Jésus taper un duel avec Anakin. J'en peux plus de vous. Salut Rebus Online. Terrible. L'émergence de nouvelles communautés nationales imaginées est parfaitement concevable en l'absence du latin et en l'absence de religion. En gros, il dit, voilà, c'est des facteurs qui ne sont pas déterminants, mais qui sont là et qui nous aident à comprendre. Ce qui, de manière positive, a rendu les nouvelles communautés imaginables, donc les communautés nationales, c'est l'interaction entre un système de production et de rapport de production, Mais le capitalisme, Mais dégagez! et une technologie de communication, l'imprimé. Merci Brigagnan. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Bienvenue à toutes et à tous, merci pour le raid, merci Brigagnan. On a déjà un spin-off pour nous dire que Lucifer est pas méchant en vrai. Quoi? Donc en gros, là, il est en train de dire que ce qui fait que la communauté nationale... On est en train de faire un live pour essayer d'expliquer le début du nationalisme. Lui, il est en train de dire, la Benedict Anderson, qui est historien, que le début du nationalisme, c'est lié à l'existence du capitalisme et en même temps l'existence de la technologie de communication qui est l'impression, le fait de pouvoir imprimer, et le fait qu'il y ait une diversité linguistique.
Donc du coup, on va pouvoir justement faire des bouquins et faire des bibles qui sont traduites et faire des journaux pour chacune des communautés locales. Et petit à petit, ça va créer la conscience nationale. Quels que soient les tours de force surhumains dont le capitalisme fut capable, il trouva dans la mort et les langues 2 adversaires tenaces. Il arrive que les langues s'éteignent ou soient éliminées, mais il n'y a toujours pas, de possibilité d'unification linguistique générale de l'humanité. Donc il est en train de dire que tout le monde ne peut pas parler la même langue sur l'entièreté du territoire mondial. Et donc le capitalisme doit faire avec ça. Historiquement, cette incompréhensibilité n'a eu qu'une importance minime avant que le capitalisme de l'imprimé ne crée de vastes publics de lecteurs monoglottes qui parlent une langue. Les fans d'espéranto en PLS. Bah, que tout le monde ait la capacité d'apprendre et soit... Enfin, tu vois, c'est compliqué quand même. C'est plus une utopie linguistique, je sais pas. S'il est essentiel de ne pas perdre de vue l'idée de fatalité au sens de conditions générales d'une diversité linguistique irrémédiable, sur c'est irrémédiable, on a juste plusieurs langues sur tous les territoires, on aurait tort d'assimiler cette fatalité à l'élément commun des idéologies nationalistes qui insistent sur la fatalité primordiale des langues particulières et sur leur association avec des unités territoriales particulières. Donc en gros, il est en train de dire que le nationalisme et les idéologies nationalistes vont mettre en avant que bah oui, c'est normal, on est français. Regardez, on parle français et on vit sur un territoire donné. Donc ça vient naturaliser le fait qu'il y ait des différences et ça vient permettre à l'idéologie nationaliste d'exister. Genre, bah, c'est normal qu'on a envie de défendre notre nation parce qu'on a envie de défendre notre français et notre territoire. Et lui, il est en train de dire non, c'est pas vraiment ça qui fait apparaître le nationalisme. C'est pas le fait de vivre sur un même territoire et de partager la même langue. Ça, il y avait déjà d'autres auteurs qui en avaient parlé, comme Ernest Renan, en mode, bah, typiquement, l'allemand, l'anglais, c'est parlé dans plusieurs pays et pourtant, c'est pas les mêmes pays, quoi. Genre, on peut parler la même langue sans pour autant appartenir à la même nation, quoi. C'est pas une condition qui suffit, la langue. Et le territoire, comment est-ce que tu définis les frontières? En général, c'est parce qu'il y a eu des guerres, quoi, et des territoires ont été grignotés, etc. Oui, il y a des territoires, il y a des pays dans lesquels il y a plusieurs langues aussi, nationales, officielles. Et voilà, en fait, la géographie est souvent invoquée pour dire, bah ça c'est la France, mais les frontières géographiques, elles ont rien de naturel. Elles sont décidées par les hommes. C'est pas parce qu'il y a les Alpes que là, du coup, la nation, elle s'arrête. Il y a plein de pays dans lesquels il y a des montagnes en plein milieu. Ça change rien, ça fait pas une frontière. Tu prends un quart d'un total d'un message d'argumentation qui ne vont pas dans ton sens pour dire que non c'est faux, sans développer toi-même. Et après tu follow le chat. Gros level en débat, je vois MDR. C'est vrai que toi, t'as l'air d'avoir fait un concours d'éloquence, hein. Ça se sent. On sent là. On sent que t'as dû gagner le concours d'éloquence de Sciences Po Paris. Hein. Petit génie, hein. Merci Oudéo pour les 26 mois de soutien. Allô? Allô? C'est pas parce que j'ai pas de cravate Non, qu'il faut non, me moi je couper. suis une grosse pigeonne qui ne suit que la vie de mon chat. Sans eux, je n'arrive pas à réfléchir. Je pense que tu as raison. D'ailleurs, j'ai développé pendant 45 minutes ce que c'est que le nationalisme et le lien avec le racisme, pendant que toi, t'as mis 45 minutes à réfléchir à comment t'allais écrire ça. Qui est doué en débat, je ne sais pas, là. Mais hésite pas. Hésite pas, entraîne-toi, hein. On te lit d'un œil. On sait pas, peut-être que ça peut te faire avancer dans la vie. Merci Oudéo pour les 26 mois, merci beaucoup. Ça crée un microclimat avec des gens étranges. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Terrible. Dans l'Europe d'avant l'imprimé et dans le monde, la diversité des langues parlées, de ces langues qui étaient pour leurs locuteurs, leur chaîne et leur trame de leur existence, était immense. Tellement immense en vérité que si le capitalisme de l'imprimé avait cherché à exploiter chaque marché potentiel des langues vernaculaires orales, il serait resté un capitalisme de menues portions. Donc en gros, il y avait trop de dialectes différents pour que le capitalisme puisse vraiment publier des bouquins pour chacun de ces dialectes. Encore un zéro argument, juste une imitation. Ok, bah j'ai rajouté. Mais gros, j'ai expliqué pendant 45 minutes le lien entre nationalisme et racisme. Je pense que juste, t'as pas la capacité de concentration. C'est pas grave. Moi non plus, 45 minutes, c'est difficile. Mais n'hésite pas à regarder le replay. Aucun souci. Parce que vraiment, on a passé du temps à en parler quand même. Hein. C'était un peu long d'ailleurs. J'avais un peu autre chose à foutre. J'ai pris le temps parce que je me dis, bon, c'est la charité, quoi. Faut bien lui expliquer. C'est important. Impossible de faire des économies d'échelle et des gains de productivité. C'est ça.
En fait, t'imagines si pour tous les patois, tu pouvais publier des traductions de la Bible, ça serait pas gérable. Donc du coup, le capitalisme, il va se baser sur les langues qui étaient celles de la bureaucratie. En se disant, bah voilà, le territoire administratif de la France, ils utilisent le français. Il y a plein d'autres langues sur le territoire, mais c'est pas grave, on va utiliser ça et on va diffuser ça. Donc les gens vont commencer à lire et à apprendre à lire cette langue-là, et ça va se diffuser. Sachant que c'est celle, enfin, comme on avait dit, il y a très peu de personnes lettrées sur le territoire français à ce moment-là. Donc c'est souvent des gens qui sont dans la bureaucratie qui savent lire et écrire, et donc eux, ils vont lire et écrire cette langue-là. Ils vont pas lire et écrire en patois, quoi. Donc voilà. Ah mais les rediffs, tu peux baisser la vitesse des rediffs. Et puis tu peux regarder une rediff alors que le stream est encore en cours. C'est du génie, hein, cette plateforme. Vraiment. Donc là, il est en train de dire « Rien ne contribua davantage à assembler ces langues différentes, vernaculaires, que le capitalisme, qui, dans les limites qu'imposaient les grammaires et les syntaxes, a créé des langues d'imprimerie mécaniquement reproductibles et susceptibles d'être disséminées à travers le marché. » Donc en fait, c'est justement ceux qui vont imprimer, qui vont créer justement une langue d'imprimerie. Il faut que ça soit facilement reproductible sur les machines. Et donc du coup, ça va venir contraindre l'orthographe. Ces langues d'imprimerie jettèrent les bases de la conscience nationale. Ah oui, j'ai écrit dans la marge, j'ai réécrit base de la fonction de la conscience nationale pour pas le perdre. Donc c'est ces langues d'imprimerie-là qui vont jeter les bases de la conscience nationale. Salut Dani! Il n'y a pas besoin d'imposer ta langue. Les Romains n'ont pas imposé le latin et pourtant on parle tous un rejeton du latin. Oui, c'est vrai. Les recherches pour les langues originales, Babel, etc. à l'époque, je me demande si c'est pas une grosse angoisse liée à ça. Le fait de voir des langues disparaître. Ah bah oui, ça doit être... Enfin, tu dois flipper, justement, ouais. Ouais. Surtout si tu vois ce phénomène-là arriver. Ben ça, je sais pas si Linguisticae, il a déjà fait une vidéo là-dessus, ou s'il a comme projet de le faire. Mais oui, la linguistique est un fort outil national, quoi, pour créer un imaginaire national et une conscience nationale. Ça passe beaucoup par l'usage de la langue, des mots, de ce qui est considéré comme le vrai parler, quoi. Mais je sais pas s'il a déjà fait un truc là-dessus. Parce que là, ça mélange sciences politiques, histoire et linguistique. Hein. C'est quand même... C'est beaucoup de compétences. Il fait souvent du multiculturalisme... Du multiculturalisme, pardon. Des multidisciplines. De l'interdisciplinaire, je sais plus comment on dit. Il utilise souvent plusieurs disciplines. Il en parle, je sais un peu de comment le nationalisme peut utiliser des trucs, mais un truc spécifique comme ça, je sais pas trop. Ouais, il en parle de manière plus ou moins diffuse. Je sais pas s'il a fait un sujet très clair là-dessus. Ouais. Je sais pas trop. Mais en tout cas, allez regarder sa chaîne, c'est quand même très intéressant sur la linguistique. Et si vous vous intéressez à la politique, en vrai, c'est important d'avoir quelques connaissances en linguistique, quoi. C'est jamais perdu. C'est des pays anglophones dont la langue n'est pas fondée dans le pays, c'est des gens en sentiment national linguistique. Bah ça arrive, par exemple les Québécois et Québécoises ont un fort sentiment de nationalisme qui est lié quand même à l'usage de leur langue, alors que bah, le français, tu vois, c'est ceux qui les ont colonisés quand même. Enfin, où ils sont issus de familles de colons, mais voilà quoi. Là, Elia Véron a dû en faire un sujet d'en parler comme jamais. Oui, il faut que j'écoute Parler comme jamais, vous en avez beaucoup parlé. Vous m'avez dit que c'était bien. Je pense que l'émergence d'une histoire nationale, ça c'est un besoin politique. Je pense que les langues nationales, c'est un besoin administratif pour gérer le territoire. Et c'est une perspective économique d'avoir un très beau marché pour le capitalisme, quoi. Par contre, je pense que les récits nationaux et tout ça, ça c'est un besoin politique, ouais. Pour le Québec, c'est bizarre le mot nationalisme alors que c'est qu'une province. Ça marche quand même. Hein. Parce qu'il y a des volontés indépendantistes. Mais on va regarder un documentaire après sur le Québec. Faut juste que je finisse là la lecture, là. Alors... Il faut comprendre que dans l'Europe de la fin du XXe siècle, certaines sous-nationalités se battent pour s'arracher à leur subordination en s'imposant via l'imprimé et la radio.
Donc typiquement là, la sous-nationalité, c'est des nationalités qui sont opprimées, donc comme le Québec par rapport au Canada typiquement, et qui vont essayer d'obtenir leur indépendance en utilisant aussi l'imprimé et les diffusions de moyens d'information comme la radio. Voilà. Ensuite, pour résumer les conclusions de notre analyse, nous pouvons dire que la convergence du capitalisme et de la technologie de l'imprimerie sur la diversité des langues humaines a ouvert la possibilité d'une nouvelle forme de communauté imaginée qui, dans sa morphologie moderne, a créé les conditions de la nation. Donc c'est un mot pour nous expliquer que le combo capitalisme, technologie de l'imprimerie et diversité des langues humaines, ça donne, paf, un terreau fertile pour l'émergence d'une conscience nationale. Peut-être que dans d'autres cas, il y aurait pu avoir l'apparition d'une conscience nationale. Mais en tout cas, là, c'est les critères qui vont permettre à la nation d'exister. Ce qui est hyper intéressant. Parce que ce que ça vient expliquer, c'est Benedict Anderson qui a écrit ça. Ce que ça vient expliquer, ce travail de Benedict Anderson, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'États-nations. Parce que ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. En mode, bah, les nations, ça existe un peu partout. Pourquoi, du coup, est-ce que les nations existent un peu partout? Eh bien, parce que le capitalisme est partout, les gars. Tout simplement. Et que la technologie de l'imprimerie s'est diffusée. Il parle du communisme à un moment et il explique, mais flemme. Flemme. Surtout que si vous parlez de l'URSS, par exemple, c'est pour ça que vous voulez parler du communisme. Par rapport à l'URSS, le soulagement quand il y a eu la fin de l'URSS, c'est que beaucoup de territoires ont pu retrouver leur indépendance. Hein. Le truc, c'est que l'URSS, c'est... Enfin... J'ai pas envie de briser vos rêves, les gars. Mais quand même, il y avait plein de territoires locaux avec leurs particularismes qui pouvaient plus exister parce que tout était centralisé. Hein. C'est ça aussi, l'URSS. S'il y avait eu le communisme et qu'on conservait le savoir par la parole, il n'y aurait pas eu la nation. Oui, mais de toute façon, on sait pas ça. On peut pas faire une boule de cristal. C'est une question de territoire. C'est pas une question de territoire aussi. Mais ça veut rien dire. Ah, c'était une blague. Non, mais c'est une bonne question, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est une bonne question. Si dans les États qui ont été unifiés, comme les États communistes, etc., qu'est-ce que ça donne, tu vois? Non, moi, je trouve que c'est une bonne question. Juste, bah, enfin, ça donne la même chose, malheureusement. Il y avait du nationalisme aussi dans l'URSS, de toute façon. Même au-delà des territoires différents, avec leurs particularismes et tout, je veux dire, dans la conception de l'URSS, il y avait quand même toute une conscience nationale de ce que c'est. Enfin, voilà, quoi. Je voulais vous dire... Oui, je sais plus. Mon cerveau, il voulait vous dire un truc et j'ai oublié. Oh non! J'étais en train de partir sur une idée. Ah, sur la question de territoire. Oui. Ben non, parce que c'est ce que je disais, la géographie, les territoires, ça veut rien dire. Les territoires, les frontières sont délimitées de manière arbitraire dans tous les cas. Tu vois, il suffit pas d'avoir une montagne ou une rivière et paf, ton territoire, il s'arrête. Des fois, ça vient couper en plein milieu et pourtant, c'est pas découpé. Donc, les territoires, c'est surtout très localisé et on n'a pas des nations dans chaque petite localité. Donc, ça veut rien dire. Les territoires, ils ont pas une volonté... en tant que tel, quoi. C'est un peu une manière de naturaliser par la géographie ce que c'est que la nation. Un truc dont on se fait un peu avoir, je pense, parce qu'on met histoire géo ensemble à l'école, là, et qu'on dessine les frontières, on dessine le territoire et tout. Donc je pense que ça rentre un peu dans notre esprit comme ça. Mais c'est beaucoup plus une croyance, un nationalisme, que lié à un territoire. Le territoire fait d'ailleurs partie de la croyance. Parce que vous avez vachement plus de similarités entre l'Alsace-Lorraine et l'Allemagne qui est à la frontière, entre la Savoie et tous les trucs qui sont frontaliers avec l'Italie et la Suisse, que entre les pays qui sont collés à la Suisse et à l'Italie et la Bretagne, vous voyez? Il y a beaucoup plus de porosité entre tout ce qui est frontalier qu'entre de l'autre côté, tu vois. Donc bref. Du coup, c'est là que tu vois que le nationalisme, c'est un peu construit de toutes pièces, quoi. Salut, Durdenov. Donc bon, voilà. Les frontières nous aident à nous séparer des deux sèvres, c'est le plus important. Oui, voilà, ça fait partie du sentiment nationaliste, les frontières, et même quand elles sont perçues comme naturelles, quoi.
L'extension potentielle de ces communautés, donc les communautés nationales, était intrinsèquement limitée, et en même temps n'entretenait qu'une relation des plus fortuites avec des frontières politiques existantes. Les frontières politiques, justement, c'était dans l'ensemble que des lignes des hautes volontés expansionnistes dynastiques. Donc c'était lié à le roi, il a décidé d'aller grappiller du terrain là-bas, hop, ça devient la fin de ta frontière, quoi. Mais en gros, les frontières, elles sont arbitraires et c'est en fonction de qui a attaqué qui, les guerres et tout ça, quoi. Il n'en est pas moins clair que si aujourd'hui la quasi-totalité des nations modernes qui se reconnaissent comme telles, mais aussi des États-nations, ont des langues d'imprimerie nationale, nombre d'entre elles ont des langues en commun. Ailleurs, seule une infime fraction de la population se sert de la langue nationale dans la conversation ou sur le papier. Merci Patrick Balcanin pour le sub offert. Merci beaucoup. Donc là, il est en train de dire que il y a plein de langues... Enfin, le français, il se retrouve ailleurs qu'en France. L'anglais, il se retrouve ailleurs. L'allemand, etc. Voilà. On partage parfois les mêmes langues dans des territoires qu'on ne partage pas pour autant. La formation concrète des États-nations contemporains et la portée bien définie des langues d'imprimerie, il n'y a pas d'isomorphisme entre les deux. C'est pas copier-coller, quoi. Et c'est là que tu vois qu'on va avoir besoin d'un récit national pour faire tenir tout ça. Voilà. On a fini le chapitre. Parce que maintenant, bah, du coup, si on partage la même langue que d'autres personnes, qu'est-ce qui fait que les gens sont pas tous français ou sont pas tous anglais, etc. À la fin de la colonisation, enfin la fin, entre guillemets, quoi. Bah, tu vas devoir construire un récit national qui est spécifique à ton pays et auquel toi tu vas adhérer, quoi. On va regarder un docu après, attendez, ne partez pas, ne partez pas. On va regarder un docu sur l'extrême droite au Québec. Faut que je change le titre. Le goût du pinard et du saucisson, c'est ça la France. C'est ce que dirait Fabien Roussel. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci Ubique. Merci Ubique pour les 11 mois de soutien. Merci, merci. Bon, en tout cas, ce bouquin, c'est un bouquin majeur. Il y a d'autres personnes, historiens et sociologues et tout ça, qui ont travaillé sur la nation. C'est une lecture, c'est une explication que moi j'aime bien, je la trouve intéressante parce que liée au capitalisme et ça explique pourquoi il y a autant d'essors nationaux. Mais encore une fois, c'est critiqué, étoffé, enfin voilà. Souvent, les chercheurs vont dire, il y a un angle mort, moi je peux rajouter ça comme critère. Voilà, en gros c'est un peu ça. Du coup, voilà, là c'était Benedict Anderson. Et le bouquin, il est sorti en 1972 à la base. Voilà. Salut Noah. Mais bon, ça reste que j'aime bien ce bouquin, je le trouve hyper intéressant. Et toute l'explication avec le journal, je trouve ça hyper... ça marche bien comme image, je trouve.